surtout que votre personnage récurrent, Cornelius Jacobson, cette sorte de troll géant, est plutôt attachant. Et on le voit évoluer, on découvre sa vie, les changements qui surviennent entre la première apparition et la deuxième, dans ce deuxième volet. Donc ce personnage, c'est pas le prétexte pour mettre en évidence les réalités édifiantes dont... Non, on parlait tout à l'heure de la création des personnages. La première conférence sur Jean Genot à laquelle j'ai assisté, il y a justement une parole de Jean Genot qui dit les personnages que j'invente n'ont pas de sexe. Bon, ils ne sont pas sexués, ils ne sont pas genrés. On invente des personnages. C'est vrai qu'à la fin, finalement, dans le texte, ils sont hommes-femmes, mais ce sont avant tout des personnages, ce sont des créations. Et Cornelius, de la même façon qu'il est Baudelaire, il n'est pas là, probablement qu'il me représente d'une certaine façon, puisque au bout du compte, c'est moi qui l'ai créé. Mais je ne veux pas paraître obsédé par l'âge, mais je le sois. Mais l'avantage que j'ai moi dans cette discussion sur les personnages, c'est que on me demande souvent quelle est la part de moi dans les personnages. On me pose toujours cette question-là, quelle est la part de vous dans ce personnage? Et moi, j'en suis arrivé à l'instant où c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai l'âge d'être assez suffisamment décontracté par rapport à la vie, par rapport à ce que j'ai vécu, etc., pour que finalement je récupère quelque chose de mes personnages. C'est-à-dire que je me rends compte depuis 4 ou 5 ans que ces personnages que j'ai créés, par exemple Guillaume Delgueur, qui quand il est vraiment en colère, distribue quelques bonnes bases, petit à petit je deviens ce personnage. Je redeviens. Oui, il m'arrive tout souvent de m'énerver maintenant et je vais pas en baston tous les jours, mais il ne faut pas m'emmerder. Et c'est grâce à ces personnages. Ou alors tu l'étais déjà. J'étais peut-être déjà. Mis ça dans ton personnage et puis après tu t'es réveillé. Et Audrey Grimaud, votre personnage dans L'Homme des Purs, a aussi une certaine capacité à s'énerver, même à se révolter. Puisqu'il y a une scène qui est assez forte où elle jette son déguisement du 19e, comme elle l'appelle, dans un feu de cheminée. Cette dimension de révolte-là aussi, j'ai l'impression qu'elle est très présente dans vos livres et chez vos personnages. C'est une dimension qui m'a habité. C'est vrai que je peux dire, j'ai peut-être été en colère, déjà petite, surtout contre l'injustice. Et j'ai également été militante pour certaines causes. Bon, au lycée, c'était plus l'organisation Touche pas à mon pote à l'époque. Voilà, anti-raciste, Et puis, il y a eu comme ça des causes que je prenais vraiment à cœur. Et là, ce qu'on n'a pas voulu, ce qui nous est imposé, pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. L'aliénation d'une liberté, l'aliénation de la pensée, ce qu'on est en train de faire actuellement, justement par la peur, puisque la peur empêche de penser, la peur empêche de réfléchir, la peur enlève tout esprit critique, et c'est très insidieux parce que aujourd'hui on est en train de vivre, peut-être que s'il avait été écrit par Yann Manouk et par moi, ça aurait été un bon thriller, excellent thriller, mais là c'est un très mauvais thriller ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, mes personnages sont également des révoltés, peut-être pas écorchés vifs, parce que j'aime pas ce mot, écorché vif. Ils sont hyper sensibles, ils reçoivent le monde avec cette sensibilité que j'ai eue aussi, possiblement, et que j'ai encore. Anna Baxter, qui, puisque Audrey Grimaud était mon premier personnage de thriller, et personnage féminin aussi, mais Anna Baxter revient dans 4 romans, donc c'est vrai que c'est un personnage qui m'a plus habité, et je lui dis au revoir. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension-là. Créer un personnage, là je veux souligner la puissance de la création et de l'imaginaire, parce qu'on parlait effectivement de voyage qu'on peut faire, de dépaysement, et puis dont on se sert pour nos écrits, pour nos romans.
J'ai écrit Boréal, qui se passe entièrement, pratiquement, quelques petites scènes à Londres, et puis une à Oslo. Bon, Londres, j'y suis allée. En revanche, Norvège et Groenland, encore moins. Je suis allée au Danemark, c'est tout. Mais je veux dire, Groenland, je n'y suis jamais allée. Ça se passe dans la nuit polaire, la plus longue, avec donc cette équipe de scientifiques, et puis un personnage féminin, un autre, qui est une biologiste. Et là, je pense que j'ai vécu par procuration. Parce que si j'avais été meilleure en maths, j'aurais pu faire sciences, etc., biologie, ce que j'ai toujours voulu faire, à part l'écriture évidemment, mais Boréal est un thriller éco-scientifique, on peut dire, et entièrement né de l'imagination. Et moi je crois beaucoup en la force narrative, justement la force de l'imagination, de l'imaginaire. Un écrivain n'est pas obligé d'être allé dans un pays qu'il décrit. Et puisque on m'a demandé si j'étais allée au Groenland. Parce que apparemment, il y a une force de description, de narration. Mais je pense que la pensée crée énormément de choses. Et nos personnages, et puis dans le polar, c'est tellement vaste, on peut mettre tellement de choses, on peut traiter de tout en fait dans le polar. Donc les personnages arrivent à exister, vraiment. Mes lecteurs m'en parlent comme des femmes, des hommes, plutôt, bon là une femme, Anna Baxter, à laquelle ils se sont attachés. Il y a un lecteur un jour qui m'a dit quelque chose de très touchant. Anna, c'est comme ma petite sœur. La petite sœur que j'ai jamais eue. Donc voilà, ils veulent retrouver des personnages qui leur sont familiers. Et puis nous, quelque part aussi, Anna Baxter n'était pas du tout faite pour être un personnage récurrent, je n'en voulais pas. Mes éditrices m'ont dit « Ouais, tu peux pas, parce que Anna Baxter a le potentiel d'un personnage récurrent. » Potentiel d'un personnage récurrent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est quoi? Ce sont des considérations commerciales, et il n'y a pas que ça en fait. Il y a le potentiel qui correspond à l'attachement du lecteur au personnage. Et donc, Anna avait ce potentiel-là, peut-être plus qu'Audrey Grimaud, même si... on s'y attache. On s'y attache, bien sûr, aussi, mais voilà. Et Anna Baxter était la petite sœur, était l'amie. Et elle m'a habité, mais j'ai aussi pensé à toi, puisque tu t'es séparé de ton personnage également, au bout d'une trilogie. Moi, le principe, c'est que je trouve les personnages au bout d'une trilogie. Je n'ai que des trilogies et je quitte les personnages. Moi, bon, là j'étais un quatrième, alors que ça devait s'arrêter aussi. Trilogie, c'est vrai que c'est marrant, ce rythme. Et puis j'ai craqué. J'ai voulu faire revenir Anna, parce qu'elle avait peut-être pas tout réglé. Il y a aussi des désirs qui lui sont profonds et intimes. Et puis bon, il y a quelque chose qui tombe dessus, alors qu'elle veut raccrocher. Elle veut quitter le profilage, et puis on ne quitte pas si facilement un métier. C'est peut-être Anna en fait qui est revenue toute seule, qui s'est imposée à vous, plutôt que l'inverse. Oui, mais elle m'a fait signe, elle m'a dit je veux encore revenir, je vais être là pour un dernier an. Merci Sonia, merci Yann. Nous avons donc deux excellents auteurs de polar qui vous proposent des livres, on l'a compris, bourrés de suspense, avec des personnages attachants qui vous font voyager. Alors c'est pas évident d'en parler sans risquer de révéler tous les rebondissements qui ponctuent les chapitres. Ce que je peux vous certifier, c'est qu'on a envie de tourner les pages encore et encore, et elles sont précisément juste là, à l'entrée de la salle, toutes ces pages et ces livres. Et donc évidemment, vous pourrez prolonger l'échange, mais là on a peut-être 5 minutes pour des questions du public, si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je m'essaie à l'écriture de nouvelles, et je voulais savoir si quand vous créez un personnage, l'un et l'autre, vous
faites une fiche sur ce personnage, par exemple sa date de naissance, s'il aime les spaghettis à la tomate et s'il a perdu sa mère à 3 ans. Non, il y a des auteurs qui font ça très bien. Voilà. Franck Hillet fait ça, Bernard Minet fait ça, Olivier Doré fait ça. Je pense que Sonia ne fait pas. Je ne le fais pas comme eux, on va dire, parce que ce sont des monomaniaques, mais je fais une bible des personnages quand même. Moi, je fais rien. Des petites caractéristiques. Pour vous dire à quel point je ne fais rien, c'est que les Heidegger, il y a des gens qui vont me voir en me disant j'aime ce personnage, il est comme ci, il est comme ça, il est cette femme, etc. En 1500 pages, 3 volumes de 500 pages, je n'ai jamais écrit Heidegger. Jamais. Je n'ai écrit que ces mains. Et pourtant, les gens le connaissent par cœur et peuvent m'en parler pendant une heure. Et donc, de la même façon que moi j'écris absolument sans plan, je ne sais absolument pas où je vais à partir de la première phrase. C'est pas un jugement sur les autres méthodes, mais c'est vraiment, je n'aime pas me sentir tenu par quelque chose qui m'empêcherait d'avoir des arborescences inattendues, et dans l'histoire et dans le caractère du personnage. Il m'arrive de tuer des personnages et de m'en étonner moi-même. Au moment où je l'écris, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Et voilà, parce que ça fait partie du plaisir d'écrire. C'est-à-dire que encore une fois, pour revenir par exemple sur Franck Tillier, qui est vraiment un mec adorable et plein de talent, lui passe 3 ou 6 mois à faire tout l'organigramme de son intrigue, et il repasse 3 mois après à l'écrire. Et je lui dis, Franck, mais moi je m'emmène royalement au deuxième tour. C'est-à-dire que réécrire une histoire dont je connais l'issue, si c'est juste pour l'habiller de 2 mots, oh oui, encore une fois, il n'y a pas d'autre mot, ça m'emmerderait beaucoup. Donc voilà, c'est une technique. Quoi. Sachant que la nouvelle a une structure très différente de celle du roman. Oui, bien sûr, mais il y a quand même au moins un ou 2 personnages dans une nouvelle. Non, tout à fait. Mais peut-être que dans une nouvelle, il y a parfois des personnages qui n'ont même pas de nom, des lieux qui n'ont pas de nom. On n'a pas le temps non plus de fouiller vraiment la psychologie du personnage. Enfin, voilà, la nouvelle repose, je pense, sur autre chose que sur l'attachement au personnage. Donc, je voudrais juste profiter de votre timidité pour ajouter un mot, c'est que apparemment depuis 5 ans, il n'y avait pas d'auteur de polar, de noir dans ce salon, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous sommes la dernière conférence des 3 jours, Ric-Rac et Extremis. Je suis extrêmement content, heureux, flatté que vous soyez nombreux ici, parce que c'est grâce au roman noir, au roman policier, au thriller, que petit à petit, de façon constante, on réintroduit dans la littérature la notion romanesque. Parce que dans le roman noir, dans le polar, dans le thriller, l'action romanesque est la base. Et je suis content de voir, d'abord je suis très mécontent d'avoir comme compliment de temps en temps, j'adore vos bouquins, vraiment ils sont magnifiques, c'est presque de la littérature. J'ai envie de sortir en dingue, pour le cutter, ça fait plus mal. Et puis, mais par contre je suis extrêmement content de voir que sur les dernières années, un auteur de noir, Pierre Lemaitre, à Ligoncourt, un auteur de noir, Marcus Malk, à Fémina, Nicolas Mathieu, auteur de noir à Goncourt, Franck Bouis fait un parcours exceptionnel avec son bouquin. C'est pour ça que je pense que, même tardivement et même en fin de programmation, votre présence ici est vraiment un compliment pour ce travail qu'on essaye de faire, parce que, qu'on le veuille ou non, on n'a pas parlé ici du plaisir d'écrire, mais on est exactement comme les autres écrivains. C'est-à-dire que moi, le meilleur compliment absolu qu'on m'ait fait sur un bouquin, absolu, c'est au Canada, une jeune femme qui vient et qui me parle de Temps sauvage qui se passe en hiver en Mongolie, et qui me dit: je vous remercie parce que vous avez mis des mots sur quelque chose que je connais, que je sens depuis mon enfance, et sur lequel je n'ai jamais réussi à mettre de mots. Je me demandais bien ce que j'avais pu écrire, et ça se passe au Québec. Et effectivement, je parle dans le Temps sauvage, qui se passe par -20, -40 en Mongolie. À un moment, un personnage marche sur la neige qui est tombée en abondance et qui a gelé par-dessus. Et j'essaie de trouver les mots pour décrire le bruit.
cette jeune femme-là connaît la même chose depuis son enfance au Québec. À chaque fois que l'hiver arrive, la neige est glacée, elle marche. Et je parle du crissement meringué de la neige. Elle me dit c'est exactement ça. Et là, on est content. Et dans la littérature. Oui, nous sommes dans la littérature, bien sûr. Le noir est un genre littéraire absolu complet. Merci pour le romanesque, pour faire référence à ça, parce qu'il se perd tellement. Et il y a un bouquin phénoménal de Dominique Fernandez sur justement le côté romanesque, que maintenant, alors pourquoi on l'a perdu en fait? Peut-être à cause d'une volonté de coller. Mais sûrement quel est le meilleur roman noir, le meilleur thriller de la littérature, pour moi, c'est Les Misérables. Dans Les Misérables, il y a tout. Il y a le fond social, il y a l'injustice, il y a l'épreuve de la justice, il y a la puissance, la violence de la police, il y a la condition sociale, il y a les luttes de classe. C'est un roman noir magnifique, Les Misérables. Magnifique. Et c'est bien que nous trouvions une place dans ce genre de... On est quand même différents des auteurs de Blanche, on picole plus et puis on s'habille en noir. On l'a vu hier soir. Ceci étant, on avait le combat de venir en automne. Merci à Sonia Bézong et à Yann Manouk pour... Merci à vous. Merci.